Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Alexandre et François qui sont les fondateurs de l'application Nolio. Une application que vous avez forcément rencontrée si vous êtes entraîneur ou si vous cherchez à programmer votre entraînement. On parle de développement d'applications, d'entrepreneuriat, de sport, de vision pour les prochaines années de l'application. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié et si vous aussi il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis avec François et Alexandre et François et Alexandre c'est les fondateurs de l'application Nolio. Alors on va en parler durant tout cet échange forcément, mais avant ça, comment allez-vous? Très bien, et toi? Merci pour l'invitation. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et toi François, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est sympa de nous accueillir sur ce podcast. Eh ben c'est un grand plaisir. On en a parlé avec de l'application avec Florence Morisseau de la clinique du coureur sur un précédent échange que je vous invite à aller écouter parce qu'elle elle est utilisatrice de votre solution. Alors avant qu'on parle plus de l'application, moi j'aimerais vous connaître un peu votre histoire de sportif et comment est-ce que finalement cette idée d'application pour au service des coureurs vous est arrivée en tête. Du coup, alors moi à la base, je suis athlète, donc enfin athlétisme, parce que maintenant on dit athlète pour un peu tout et n'importe quoi. Donc athlétisme, demi-fond et cross-country, etc. Et j'ai rencontré François en école d'informatique. Donc c'est un peu improbable, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de sportifs en école d'informatique. Donc entre guillemets, on se regroupe assez vite. Et du coup, c'est lui qui a eu l'idée. Alors, il va en parler aussi. Il a un passif dans le ski de fond. C'est lui qui a eu l'idée de ça parce qu'il était frustré des fichiers Excel avec son entraîneur. Et il en a discuté avec moi. Et j'ai dit, ouais, clairement, moi aussi, ça me saoule, quoi. J'en ai marre de recopier mes temps de 300 qui sont lapés dans ma montre directement dans mon fichier Excel, dans la bonne case, là, sortir mon PC, etc. Et du coup, c'est un peu parti de là, quoi. Hmm. D'accord. Et donc, vous aviez déjà, donc en tant qu'informaticien, enfin en école d'informatique du moins, développé d'autres applications avant celle-ci? Ouais, on bricolait entre guillemets sur des petits projets perso. Enfin, quand tu es en école d'ingé, tu t'amuses toujours un peu à tester des technologies, faire des petits projets, mais tu sais, souvent, c'est un peu comme les bonnes résolutions, quoi. Ça tient 2 semaines, puis après le truc il crève. Mais là, vu qu'il y avait plus une problématique de fond et que ça nous touchait directement dans notre pratique sportive, et que, en fait, c'est le premier projet où on allait un peu plus loin. On s'est dit, bon, il faudrait faire, il serait peut-être temps de faire quelque chose de sa vie. Et du coup, on s'est dit, tiens, ça nous parle, c'est dans le sport. Donc, vas-y, on prend une page, on écrit un peu toutes les idées qu'on a. Comment on imagine le projet, quoi. Est-ce que ce serait une plateforme, pas une plateforme, qui utiliserait, qui pourrait faire quoi. Vraiment le b.a.-ba, quoi. Puis, ça, on l'a envoyé à plein de copains, entraîneurs, sportifs, de de différents sports. Et que ce soit le réseau d'Alex ou le mien dans le milieu sportif, les deux ont dit ouais les gars, c'est vrai que c'est intéressant, ça pourrait être sympa, il n'y a pas grand chose qui existe. Bon, ça on en reparlera plus tard, mais en fait si, il y a des choses qui existaient, mais du moins en France, pas grand monde utilise ce qui existe actuellement, enfin ce qui est maintenant nos concurrents. Et donc en fait voilà, ça nous a permis au lieu que le projet, comme je te disais, soit une bonne résolution qui tienne 3 semaines, ça a vivoté. C'était en dents de scie au début, hein. C'était un projet. Des fois, on s'y mettait à bloc pendant 2, 3 semaines. Après, on n'y retouchait plus pendant 2 mois. Après, on avait des partiels. Le truc, on l'oubliait. Après, ça revenait parce que tu allais courir ou tu allais faire du ski. Tu as un copain qui disait alors, ça en est où? Tu fais ah, mince, mais en fait, j'ai pas touché. Bon, bah, du coup, ça me remotive. Alors, je m'y remets, etc. Ok. Et c'est intéressant ça de s'être dit dès le départ, on va se le faire à deux. Le projet, il y avait personne d'autre avec vous sur le projet? Vous étiez tous les deux? On était ouais, principalement tous les deux. Après, on avait une autre personne qui était dans notre classe aussi, qui était voilà, plus ou moins impliquée, qui était intéressée, mais qui a jamais, entre guillemets, fait le grand pas, parce que nous, on y passait quand même beaucoup de temps libre dessus, parce que c'était du coup sur temps libre, parce qu'on était encore en école d'informatique. Et donc, voilà, on en discutait beaucoup avec lui, mais il n'a jamais trop, entre guillemets, fait le grand pas. Et il y avait une autre personne aussi de mon club d'athlétisme qui nous a aidé un petit peu au début sur la partie marketing notamment, commercialisation.
Mais après, c'est pareil, lui, il a souhaité, enfin voilà, il avait d'autres projets pro. Et donc voilà, ça a toujours été le cœur tous les deux. Et puis après, il y a eu ces deux personnes un petit peu au début, mais qui au bout de, ouais, au bout d'un an, qui étaient plus trop impliqués, quoi. Et alors, comment vous êtes répartis les tâches? Parce que c'est pas forcément évident, surtout que vous avez tous les deux la même école, donc un peu la même formation. C'est pas comme si on disait que les opposés s'attirent et puis vous complétiez finalement bien vos compétences. Comment est-ce que dès le départ vous vous êtes répartis les tâches? Bah, en fait, on a été grand couteau suisse pendant longtemps, longtemps. On l'est encore, mais de moins en moins. Et en fait, bah déjà au début, au final, avant que Nolio commence à, on va dire, à prendre de l'ampleur, il y avait tellement de développement à faire qu'il y avait sur le côté technique, enfin, en fait, surtout que le côté technique nous prenait un temps monstrueux. Et sur le côté technique, il y avait clairement assez pour bosser à deux pour commencer à se répartir des trucs. Et mais après, ce qui nous a fait ouvrir les yeux sur le côté répartition des tâches, qui fait quoi, enfin, là on parle plus en tant qu'entreprise, on parle plus en tant que projet, hein. C'est c'est le fait d'être rentré dans, en fait, dans le cursus de Nolio. On a été dans deux, entre guillemets, on pourrait appeler ça incubateur, ça a plein de noms. Le premier, c'était le Pépitosé à Grenoble. Ça permet aux étudiants entrepreneurs d'avoir un accompagnement quand justement bah, tu as un projet. Donc ça, faut être étudiant en parallèle, d'où le nom. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on est allé à Annecy. On est accompagné par l'OSV, Outdoor Sport Valley. Et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, les deux, ça te permet d'avoir ben, une personne qui te suit, genre toutes les semaines ou tous les mois, tu fais un point avec elle, où c'est que vous en êtes dans votre produit, si vous en êtes où avec vos, est-ce que vous avez de nouveaux clients, etc. Est-ce que vous avez des concurrents qui arrivent, enfin plein, tous les aspects de l'entreprise. Il y a une dimension financière, est-ce que le projet il est viable, etc. Et il y a également des bénévoles, des gens qui en fait de différentes, vraiment complètement de domaines différents, qui viennent, qui disent bah ça, ce projet m'intéresse, moi je veux bien vous donner 1 à 2 heures par mois de temps libre. Et puis je vous aide, quoi, je vous aiguille. Et parmi cette équipe de bénévoles à Annecy, enfin c'est surtout à Annecy où on a eu un peu le déclic. Il y en a un qui nous a clairement dit bon mais les gars, le truc qui commence à grandir, il va falloir vraiment se mettre des domaines d'intervention, quoi. Et donc au début, bah, nous classiquement on a fait oui oui et puis on l'a pas fait, quoi. Mais de fil en aiguille, en fait, Alex, voilà, il a pu prendre de plus en plus la partie, on va dire service, enfin support client, faire gérer toutes les personnes qui sont intéressées par Nolio, etc. Et faire de moins en moins de dev, enfin de développement info, quoi. Et moi, au final, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'essaye de. Et en fait, comme on dit entre nous, il essaie de faire le bouclier autour de moi pour que j'ai le temps de développer, d'être concentré dessus. Et moi, de temps en temps, je fais un petit peu aussi je gère quelques clients, mais voilà, on essaie vraiment de se donner des grandes casquettes là. Et ça ressemble à quoi en fait la journée type d'un développeur? Est-ce que c'est cliché de dire que tu passes ta journée devant ton PC à taper des lignes de code? Là, c'est pas trop cliché, hein, il y a une grande part de vérité, hein. Non, non, bah, à un moment donné, en fait, si tu veux, quand on veut faire une nouvelle fonctionnalité, il y a déjà comment on va entre nous on dit ça, comment on va l'architecturer dans le projet. Donc il y a forcément une phase de réflexion, comment on imagine la chose, on en parle, on en débat, etc. Une fois qu'on est d'accord, faut l'implémenter. Mais il y a forcément une grande partie comment dire, pour une nouvelle fonctionnalité donnée, on va dire, tu as forcément, bah, à un moment donné, tu bouffes du code, hein, comme on dit, il faut le sortir. Et enfin, en fait, quand on utilise un site comme ça ou une application, on se rend pas du tout compte, quand on n'est pas développeur de l'importance du temps qui est mis pour développer telle ou telle, feature comme on dit dans ce milieu. Et ça représente combien de temps à peu près de développer une application comme Nolio? Ah, si tu devais donner un peu un ordre d'idée? Waouh. Si on repartait de zéro là, Ouais. avec ce qu'on a, avec l'existant, bah déjà on ferait pas pareil, donc ça serait plus rapide. Mais à temps plein, à deux, je dirais qu'il nous faudrait, enfin, sans mentir, je sais pas, entre 6 mois et 1 an, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. En 5 ans, tu dirais quoi, Alex? Ouais, c'est dans ces eaux-là. Après, on pourrait faire une base.
une base viable peut-être en moins longtemps, mais en fait, comme dit François, maintenant qu'on a cette expérience-là, on est plus exigeant. Et donc, la base viable qu'on avait au tout début, on serait plus du tout en accord de la mettre en ligne parce que on trouve ça moche, etc. Après, c'est aussi une des choses qui a fait que ça marchait, c'est qu'on a la première version était un peu nulle, quoi, mais faut mieux lancer assez tôt une première version nulle pour avoir des retours des coachs, des utilisateurs et l'améliorer, plutôt que d'être dans son coin, faire un truc pendant 2 ans et d'avoir perdu 2 ans, entre guillemets, et de se rendre compte au bout de 2 ans qu'en fait, bah, ton produit, il est joli, mais en fait, il sert à rien, quoi. Donc, c'est un peu faut trouver le bon milieu entre sortir un produit vite pour pouvoir le faire tester, mais en même temps, il faut que ça soit un minimum fonctionnel parce que si tu as un bouton et tu cliques, il se passe rien, bon, ça va pas non plus te mener loin, quoi. Ah, il fallait le Mm. voir le premier Nolio piquer les yeux. Enfin, on retrouve, on a des captures d'écran là, à chaque fois on retombe dessus et on fait ah non mais c'est pas possible, on n'avait pas ça, c'était pas comme ça et c'est assez marrant. Ouais. La nostalgie du développement en pyjama dans sa chambre des débuts. Comme Facebook qui développait son truc dans son garage, ça doit vous faire un peu Ouais, la bah même ça, du je pense début, que quoi. en tout cas, ouais, toutes les entreprises lancées par des devs, entre guillemets, c'est ça, quoi. Tu te mets dans ton coin et tu charbonnes, comme on aime bien dire. Le développement, c'est vraiment un métier où il faut être focus. Et si tu peux faire que ça pendant un certain temps, et entre guillemets, te couper du monde, alors pour ta vie de manière générale, c'est pas très cool, mais pour faire avancer un projet, c'est plutôt très efficace, quoi. Et alors justement, dans les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit c'est bon, il y en a marre, on arrête et puis finalement, le fait d'être à deux, ça vous a aidé à surmonter ces moments-là? Ouais, il n'y a jamais eu le on arrête, mais le j'en ai marre, ouais, forcément, t'as des hauts et des bas, surtout que des fois, comme on vient de le dire, tu bosses vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, là, en ce moment, là, ça va, on arrive un peu plus ça fait un moment qu'on arrive un peu plus à couper les week-ends et tout, mais il y a eu des périodes, ouais, où, que ce soit Alex ou moi, enfin, en fait, t'es au bout, quoi, t'en as marre, tu vois le truc, ok, ça tourne, mais encore à l'époque, enfin, là, on commence à en vivre depuis quelques mois, donc là, il y a tout qui est au vert, mais au début, t'es là, pff, ouah, attends, mais le temps que j'y passe, comme on disait au début, c'est moche, ok, ça marche un peu, mais la montagne de travail qui reste, au final, est-ce que c'est une bonne idée? Les entraîneurs, il y en a quand même pas beaucoup en France. Bon, au final, il y en a plus que ce qu'on pensait, c'est tant mieux pour nous. Et ce qui est cool, c'est le fait d'être à deux, le fait que avec Alex, on se connaît aussi par cœur, hein, comme il a dit au début, on se connaît depuis l'UIT, on a fait l'école d'info, mais bon, voilà, on a fait aussi l'Erasmus ensemble. Au final, Nolio, il y a un petit bout de Nolio là-haut, c'est-à-dire que on était à trois avec un autre copain et c'est l'Erasmus en Suède en hiver, quoi. Enfin, tu vois, il fait nuit à 15 heures. On avait une petite maison complètement. On était à 30 minutes de l'université. Donc, pour te dire que la vie étudiante là-haut, on l'a pas trop connue. Donc, Nolio, il s'est bien construit là-haut aussi. Et tout ça pour dire que quand t'en as un qui commence un peu à lever le pied, qui dit j'en ai marre, bah, l'autre, en fait, tu vois, c'est toujours bienveillant. L'autre, il dit coupe Nolio, moi je continue. Et puis, en fait, 3 jours après, tu vois juste qu'en fait, c'était juste t'en avais trop et ça revient très vite, quoi. Mmh. Ouais, finalement, c'est un peu comme dans le sport, hein, on retrouve ces moments-là où tu te dis: «Ah, pourquoi je m'entraîne? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fous là?» puis au final, le fait de lever le pied un petit peu, alors que ce soit pendant un trail, par exemple, en ultra, on connaît tous ces moments-là de coups de moins bien et puis le fait de lever le pied un petit peu, de se poser tranquille, hop et ça Ouais, repart. franchement, c'est exactement pareil que quand tu viens de te bouffer une énorme semaine d'entraînement et tu dis, putain, mais à quoi bon? Et tu vois les résultats plusieurs semaines ou plusieurs mois après, hein. Genre, c'est même pas année, même, des fois. Ouais, Et ouais, c'est clair. Et puis après, ce qui est marrant aussi, entre guillemets, c'est que des fois, en fait, on faisait trop de nolio et donc moins de sport. Et en fait, quand on reprenait le sport, bah, en fait, on recomprenait pourquoi on faisait nolio, parce que c'était vraiment un projet qui avait du sens pour nous, etc. Et on se rend compte qu'en fait, le sport, en tout cas, quand tu bosses vraiment beaucoup, on a vraiment vu l'importance du côté, même je parle pas du côté perf, vraiment du côté moral sur, voilà. En fait, même après une grosse semaine, si tu arrives à se faire ton sport
une grosse séance d'intensité ou quoi, mais derrière, en fait, ça te libère de plein de choses. Et du coup, des fois, on avait négligé le sport parce qu'on se disait, ouais, entre guillemets, j'ai même pas le temps de m'entraîner, il faut que je bosse. Mais en fait, ce que ça apporte par rapport au temps que ça prend, bon, bien sûr, si tu fais une sortie de 8 heures en montagne, ça prend plus de temps, mais même sur des petites séances de course à pied, genre, c'est fou, quoi. Bon, le nombre de fois où tu rentres de la course à pied et tu dis putain, ça y est, j'ai trouvé la solution au problème. Justement, on parlait de code, mais en fait, le métier d'informaticien, le... souvent c'est fourbe hein, quand on en parle entre nous, c'est-à-dire que tu es vite attrapé par la chose et tu as les heures qui défilent. Et genre, des fois, tu bloques sur une problématique donnée et bah, ça le fait avec d'autres domaines, mais t'as pas envie de lâcher, quoi. Et du coup, au final, tu vas perdre 3 heures, alors que si tu étais allé courir 1 heure, au final, tu reviens en général, tu trouves la solution en quelques minutes en rentrant, quoi. Nombre de fois où en courant, on a pris le téléphone, on fait ah ouais, mais je sais, c'est comme ça qu'il faut faire, t'envoies un message vocal à l'autre, etc. Ça marche vraiment pas mal, quoi, de couper et d'aller courir. Ah, c'est le fait de se vider la tête, tout simplement, quoi, de ne plus être focus et bloqué sur un point, de prendre du recul, tout simplement. Hmm. Et alors justement, quand vous avez développé, vous, l'application, vous disiez il y avait pas grand-chose qui existait sur le marché. Alors maintenant, on peut, enfin, moi, je connais votre application pour l'utiliser, mais finalement, si on devait résumer simplement à quelqu'un qui ne l'utilise pas, ce serait un mix entre un calendrier et puis toutes des données qu'on peut avoir sur son propre entraînement que va aussi nous donner, par exemple, Strava, si on a la version payante. Est-ce que c'est comme ça que vous l'expliquerez? Nous, du coup, on est vraiment parti du carnet d'entraînement Excel qu'on avait avec nos coachs. Donc, qui est vraiment un tableur avec des lignes. Chaque ligne correspond à un entraînement, quoi. Avec une colonne distance, une colonne durée, une colonne intensité, quoi. Donc, on est parti de là. Et après, on s'est dit, bah, maintenant, il y a des objets connectés. Il faut simplifier le travail du remplissage du carnet d'entraînement pour le sportif et également pour le coach, lui faire gagner du temps. Parce que quand tu gères 20 fichiers Excel de 20 sportifs, tu dois jongler entre les fichiers de saison, etc. Et donc, à la base, on s'est vraiment dit, bon, ce qu'on apporte, c'est de la valeur sur la relation entraîneur-sportif. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a construit la plateforme. Et maintenant, bien sûr, un sportif peut l'utiliser tout seul. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, on apporte de plus en plus de valeur. Mais là où on apporte toujours le plus de valeur, ça reste quand on a une relation avec un entraîneur. Et donc, c'est ça, si on devait prendre par exemple un Strava ou un Garmin, etc., ce qui nous différencie le plus, c'est le côté que, bah, il y a l'entraîneur sur la plateforme. Et donc, c'est pour optimiser cette relation-là. Et on a gardé l'idée du carnet d'entraînement, c'est que c'est privé. C'est pas un réseau social. Donc, je partage mes données soit avec personne, soit uniquement avec mon coach. Mais voilà, je vais pas fanfaronner à dire que j'étais bien sur une sortie monstrueuse alors que j'en ai bavé. Enfin, entre guillemets, ça n'a aucun intérêt puisque la seule personne avec qui je peux le partager, c'est mon entraîneur. Et donc, euh, à aucun moment vous vous êtes dit, toutes ces données-là, finalement, les utilisateurs, ils les ont déjà sur ces applications, sur d'autres applications. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient notre solution? Ben, en fait, c'est ce que tu dis là, c'est une des problématiques en fait aussi qui a fait que Nolio est venu. C'est si tu te places en tant qu'entraîneur, l'exemple classique, on dit as un entraîneur, tu gères 20 sportifs, ce qui fait déjà quand même pas mal de monde. Le truc, c'est qu'il y a déjà ce travail, il y a déjà Garmin Connect, il y a déjà la Suunto App et toutes les autres. Mais en tant qu'entraîneur, souvent, on va dire si tu travailles de manière traditionnelle, hein, sans que ce soit mal, ben tu vas pour voir qui a fait quoi et si tu veux analyser les séances, on sait que nous, c'est une des pratiques qui se fait, c'est que chaque sportif va donner par exemple son login, son mot de passe à son entraîneur, ou alors l'entraîneur suit tous ses sportifs sur Strava et au final il arrive un peu à les. En gros, il va se connecter sur Garmin avec, je sais pas moi, l'identifiant d'Alexandre. Ah, ok, il a fait ça, ça, ça. Après, je vais sur le Suunto App de François, etc., etc. Et en fait, ça prend un temps de fou, quoi.
Mais il n'y avait pas, enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a des concurrents américains, mais sur le marché francophone, il n'y avait pas vraiment de plateforme comme ça qui était focus outils métier d'entraîneur, qui permettait vraiment aux entraîneurs de centraliser toutes les données de leurs sportifs au même endroit, quoi. L'idée, c'est vraiment, je suis sur Nolio, j'ai l'ensemble de mes sportifs avec qui je bosse, et là, en fait, je m'en fous de la marque qu'ils utilisent en tant que montre ou de capteur sur le vélo, quoi. Je vois le calendrier d'Alexandre, et ben j'ai toutes ces données de course à pied, de vélo, d'aviron, de tout ce que tu veux. Et en fait, ça fait abstraction de la marque du constructeur, quoi. Et donc en fait, tu as un gain de temps pour l'entraîneur et c'est non négligeable pour eux, quoi. Et du coup, quand les entraîneurs, vous les avez contactés, et c'est souvent des entraîneurs qui étaient peut-être habitués en fait à leurs fichiers Excel, qui tiennent depuis des années, et ils vous ont pas. J'imagine qu'il y en a certains qui vous ont dit, moi je fais comme ça depuis toujours, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de ton truc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Ah, bah, c'est clair que c'est pas évident, surtout qu'on sait que ça fonctionne. Nous, on a été utilisateurs, voilà, les fichiers Excel, ça marche quand même super bien. Après, l'idée, et en plus, la problématique qu'on avait, c'est que le fichier Excel, généralement, c'est gratuit. Et donc, nous, on leur proposait un outil payant. Donc, il faut que ça apporte vraiment de la valeur parce que déjà, le coach va devoir changer d'outil. Et en plus, il va devoir payer alors qu'il avait potentiellement un truc gratuit. Donc bah là, clairement, au début, nous, voilà, on a galéré un peu, hein. Mais le challenge, c'est de trouver l'aspect sur lequel il va comprendre qu'il va gagner du temps. Par exemple, ah oui, c'est vrai que je galère, j'ai des identifiants de Garmin Connect et de Suunto de 10 de mes athlètes, et à chaque fois, je me connecte, je me déconnecte, je me connecte, je me déconnecte sur chacun des comptes pour aller voir les données. Quand on entend ça, parce qu'en fait, toujours dans notre approche, nous, d'abord, on demandait à l'entraîneur comment il fonctionne. On veut vraiment comprendre comment tu fonctionnes en détail pour savoir si ou non Nolio peut t'apporter quelque chose. Parce qu'il y a certains coachs qui avaient des fonctionnements Excel très très poussés, très très optimisés, et pour le coup, il y en a certains, on leur disait, nous aujourd'hui, avec ce qu'on a sur Nolio, on va t'apporter des choses, mais tu as déjà un fonctionnement qui fonctionne très bien. Alors qu'il y en avait d'autres, on voyait dans leur fonctionnement que juste de centraliser toutes les données et de tout analyser sur la plateforme, etc., ça allait leur faire un gain de temps énorme. Donc voilà, l'idée, le nerf de la guerre au début, ça a surtout été vraiment le gain de temps. Si grâce à Nolio, tu peux gérer non pas 20 athlètes, mais peut-être 25, bah, en fait, l'abonnement est vite remboursé, quoi. Donc ça a été ça. Et après, une fois qu'ils ont compris, c'est vrai qu'après, il y a le deuxième challenge, c'est comment je fais la bascule sur cette plateforme-là, puisque j'ai potentiellement des historiques de données sur des fichiers Excel qui datent de plusieurs années, etc. Et donc là, pareil, on a essayé de mettre pas mal de choses en place, des imports de fichiers Excel, des imports d'historiques des données des montres Garmin, etc. Mais c'est vrai que la transition vers une plateforme, c'est jamais facile. Et du coup, il y a aussi la question du timing. Parce qu'on va pas dire à un coach de changer en plein milieu de saison, par exemple saison de trail en juin, enfin, ça va être souvent un peu les grosses compètes, etc. On sait que ça sert à rien d'aller voir un entraîneur de trail à cette période. Par contre, il y a des creux un peu maintenant, où, voilà, ça dépend des sports, où là, ils vont dire, là, ok, je suis à l'écoute pour voir ce qu'on pourrait mettre en place pour la nouvelle saison. Et alors justement, tu parles des entraîneurs de trail, mais euh, forcément, moi j'ai un biais sur le trail parce que voilà, c'est mon sport, mais euh, quels sont les utilisateurs de Nolio? C'est principalement des coureurs, votre sport aussi, c'est le ski de fond à l'origine, si j'ai bien compris. Quels sont les sportifs qui l'utilisent? En fait, étant donné qu'Alex il vient de l'athlé et moi je viens du ski de fond, on s'est dit, enfin, c'est aussi un des trucs des fois qui différencie notre plateforme, qui nous a aussi permis de faire Nolio, c'est qu'on avait une vision différente de l'entraînement. Enfin, forcément, chaque sport a ses spécificités. Et nous, Nolio, on le revendique vraiment comme une plateforme pour les sports d'endurance. Pardon. Pour les sports d'endurance. Et au final, parce qu'en fait, peu importe le sport que tu pratiques, il y a une énorme base commune. Si vraiment on abstrait le truc, peu importe le sport que tu pratiques,
il y a la planification, l'entraîneur vient voir ce que tu as fait, il vient analyser tes séances et t'échanger avec lui. Et là, on ne sait pas ce que tu as fait, mais au final, souvent, tu as ce grand cycle-là, quoi. Et donc, au final, c'est surtout dans les sports d'endurance parce qu'on est issu de ces milieux-là. Et les sports les plus représentés sur Nolio, ça va être le cyclisme, le trail running avec aussi la course, on va dire le running classique, entre guillemets, quoi, sur route. Le triathlon, et ensuite on va aussi avoir plus minoritairement tous les sports d'hiver, hein, ski de fond, ski alpinisme. On a des sports aquatiques aussi, hein, on a du canoë-kayak, de l'aviron. L'aviron, là c'est notre dernière fierté, c'est que la Fédération française d'aviron a choisi la plateforme pour mettre tous les pôles France dessus pour préparer Paris 2024. Et ensuite, on a des sports entre guillemets atypiques. On ne pensait même pas que la plateforme. En fait, c'est des sports qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Et au final, ça nous fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a des entraîneurs qui s'en servent pour ces sports-là. Et on a des entraîneurs de paddle, on a des entraîneurs de squash, d'escrime aussi qui utilisent Nolio. Au final, tout sport individuel pour l'instant. Les sports collectifs, c'est pas du tout notre positionnement. En même temps, il y a beaucoup trop de monde sur ce côté-là. Mais je crois que c'est déjà arrivé dans du tennis ou dans du foot, un préparateur physique qui utilise Nolio juste pour suivre, toi, pour avoir une trame de qu'est-ce qu'a fait mon sportif sur le terme, sur le cardio, entre guillemets. Mais au final, ouais, c'est surtout les sports d'endurance et on a un bel éventail, c'est assez intéressant. Ça doit être difficile, ça, quand tu pratiques pas un sport, de se dire tiens, ça peut potentiellement intéresser ce sport-là. En fait, l'approche qu'on va avoir avec des sports qu'on ne connaît pas, c'est l'approche qu'on on essaie toujours d'avoir le même schéma. En fait, typiquement, tu vois, Nolio, actuellement, il y a quand même beaucoup de cyclistes en France qui s'en servent, enfin, surtout dans les clubs, quoi, et quelques petites équipes. Et au final, avec Alex, bon, ok, on faisait du vélo parce qu'on s'entraînait, c'est un grand classique. Mais est-ce qu'on connaissait vraiment l'entraînement en vélo poussé au début de Nolio? Pas du tout. Et en fait, la démarche, c'est que on arrive à avoir on fait une démo en fait de Nolio de manière classique avec un entraîneur. Sauf que quand on découvre un sport, t'as souvent les entraîneurs forcément, ils sont intéressés même eux, ça leur fait plaisir de te raconter comment ils travaillent, c'est quoi les métriques utilisées, quelles données. À nous, dans ce sport-là, on utilise 7 zones d'entraînement. Nous, c'est 5. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme données? Qu'est-ce qu'on analyse sur les séances, etc. Donc, en fait, Nolio, c'est vraiment c'est des briques d'échange avec des heures et des heures d'échange avec différents entraîneurs. Mais en fait, nous, on note tout, on essaie d'avoir une vision d'ensemble et après, on essaie d'implémenter ça dans la plateforme pour que un entraîneur de cycliste, au final, il retrouve tous les grands classiques de l'entraînement en vélo. On n'est pas exhaustif, hein, on sait qu'il y a des plateformes en vélo qui sont plus poussées, mais pour la majorité des entraîneurs de vélo, tu vas retrouver une belle base, tu vois. Et pareil pour le triathlon, pareil pour le ski de fond, pareil, là bientôt pour l'aviron. En gros, les développements actuels, c'est l'aviron. C'est-à-dire que dans quelques mois, n'importe quel entraîneur d'aviron, il va retrouver les grands classiques. Quand je dis les grands classiques, c'est que par exemple en cyclisme, il y a des modèles d'entraînement qui sont basés sur les capteurs de puissance. En aviron, ils travaillent l'allure, c'est les Mino 500. En trail, il y a des entraîneurs qui sont intéressés par la vitesse ascensionnelle, etc., etc., etc. Et au final, tout ça, ça vient des échanges avec les entraîneurs. Et aussi du fait que, ça c'est un truc qu'on a voulu dès le début, ça marche pas mal, c'est que chaque utilisateur sur Nolio, que ce soit sportif ou entraîneur, il peut soumettre une idée de fonctionnalité. Et donc des fois, ça nous met un peu la puce à l'oreille, c'est assez intéressant. Et alors justement, tu disais que là, les prochains enjeux, c'était concernant l'aviron. D'ailleurs, félicitations pour avoir décroché ce petit partenariat avec la Fédération française. Et quels sont les futurs développements que vous allez mettre en place sur Nolio? Comment vous imaginez dans l'application dans 5 ans, par exemple? Ouais, c'est vrai que dans 5 ans, c'est assez dur de se projeter. Enfin, on sait un peu où on veut aller en termes de marché, etc. Après, en termes de fonctionnalité, avoir une roadmap sur 5 ans en développement, c'est un peu utopique, entre guillemets. Nous, ce qui va sortir là, donc très concrètement, on a pas mal de développements, comme disait François, liés à l'aviron. Donc, il y a des choses liées spécifiquement à l'aviron et des choses qui vont pouvoir bénéficier, qu'on fait pour l'aviron, mais qui vont pouvoir être bénéfiques pour tout le monde. Des outils de comparaison avancés de statistiques, d'analyse avancée de séances, par exemple, rechercher les 3 meilleures 5 minutes selon tel critère. Donc voilà, ça c'est des choses un petit peu très spécifiques. Après, de manière plus générale, on a un module de préparation physique
Ça fait plusieurs mois qu'on dit qu'on va le sortir. Et c'est vrai qu'on le repousse parce qu'à chaque fois, par exemple, là, on a eu avec l'Aviron, ça a repoussé un petit peu tout ça, mais qui doit sortir là sur le courant d'année 2022. Donc en fait, pourquoi on fait ça? C'est qu'aujourd'hui, il y a les plateformes de préparation physique muscu. Il y en a beaucoup, 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 qui sont uniquement pour les préparateurs physiques, pour les gérants de salles de muscu, etc. Et puis il y a les plateformes de sport d'endurance comme nous. Et il n'y a pas trop de plateformes qui ont un peu les deux. Alors bien sûr, nous, on aura toujours notre casquette sport d'endurance en cœur de métier, mais l'idée, c'est d'avoir un vrai module de gestion de musculation et PPG pour les coachs et pour les athlètes. Enfin, parce que déjà, tous les sports d'endurance, il y a une grosse partie préparation physique, et aussi pour pouvoir toucher d'autres sports. Donc ça, c'est un des gros développements. Un autre gros développement, en fait, pour la petite anecdote, là, une des personnes qui était dans notre classe sur le début de Nolio et qui est, entre guillemets, qui n'avait pas fait le grand pas avec nous, ça va être notre premier CDI, en fait, là, qu'on a recruté, qui arrive dans 2 mois, sur la partie développement et développement mobile. Et donc, pour faire, entre guillemets, une vraie appli mobile, parce qu'en fait, Nolio, aujourd'hui, c'est une appli optimisée téléphone dans le navigateur, mais du coup, c'est à travers Safari, à travers Google Chrome, et c'est pas une appli ce qu'on appelle native. Et donc, notre appli fonctionne très bien, mais il y a des limites. On ne pourra jamais être aussi fluide qu'une appli native. Et également, par exemple, on n'est pas sur le store sur Apple, et donc c'est vrai qu'on a tout le temps la question, comment je fais pour l'installer? Alors, il y a un petit tuto pour l'installer, et après, ça fait tout pareil. Mais bon, c'est vrai que même moi, en tant qu'utilisateur d'Apple, la première chose que je fais quand on me parle d'une appli, c'est que je la cherche sur l'App Store. Donc il y a ce développement. Et donc là, l'idée, c'est de faire une vraie appli native, du coup, qui sera sur les stores, qui sera plus fluide, etc. Donc ça, c'est un peu les deux gros chantiers de 2022. Et après, il y a tout un tas de fonctionnalités. Notamment, en fait, on essaye de mettre de plus en plus d'outils à disposition des entraîneurs, mais aussi dans l'idée de toucher les événements et en fait de permettre. Donc ça sera en fait l'idée, c'est d'avoir un triptyque Nolio, un entraîneur, un ou plusieurs entraîneurs et l'événement. Et du coup, le Nolio plus l'entraîneur va permettre de préparer par exemple tous les participants à un événement. Et donc ça, concrètement, ça se traduit par des pages spécifiques où l'idée, c'est que les participants peuvent choisir sur des plans gratuits. Donc, par exemple, plutôt que d'avoir des plans, voilà, récemment, par exemple, la Saint-Élion, elle avait des plans gratuits en PDF pour préparer la Saint-Élion. Donc l'idée, c'est d'avoir ces plans gratuits-là, mais sur Nolio directement, donc directement dans notre calendrier, où on peut voir ce qu'on a fait, etc. Des plans potentiellement payants, mais un petit peu hybrides, intermédiaires, mais quand même qualitatifs, et puis du coaching 100% personnalisé. Et du coup, là, l'idée, c'est de permettre aux événements de mieux préparer leurs participants, plutôt que de juste leur proposer, par exemple, un plan gratuit en PDF, quoi. Et ça, du coup, c'est l'événement qui vous rémunère pour mettre ça en place pour ses participants? Ça, c'est pas encore très clair, entre guillemets, parce que là, du coup, nous, on est au balbutiement. Donc, on a mis un peu en place tout ce qui est technique pour permettre ça. Après, sur les modalités financières, c'est vrai que là, on est vraiment au début. Donc, comment ça s'agence entre comment est rémunéré l'entraîneur qui fera les plans, comment Nolio se rémunère aussi par rapport à l'événement, etc. Ça, je t'avoue qu'on a des pistes, mais c'est pas du tout clarifié. Et ça sera peut-être aussi en fonction de l'événement ce qu'il veut mettre en place, quoi. Ouais, parce que j'imagine, par exemple, allez, on va partir sur la plus grosse course française, voire même mondiale, l'UTMB. L'UTMB prend votre solution pour préparer tous ces coureurs de toutes les courses. Alors, je sais pas combien il y en a exactement, mais ça monte à plus de 10 000. Imaginons plus de 10 000 personnes qui arrivent sur votre plateforme pour avoir un entraînement personnalisé. Enfin, faudrait une armée de coachs derrière qui gère ça? Ouais, bah, ça va être ça. En fait, c'est si par exemple on va avoir un petit événement, on sait qu'avec quelques coachs, entre guillemets, on va pouvoir gérer la charge. Après, typiquement, à UTMB, bah, forcément, on verrait avec eux la première chose à faire, c'est voir le potentiel, le nombre de personnes intéressées. Enfin, voilà, bien sûr, on peut pas savoir, mais on essaye d'estimer et de mettre à côté après le nombre de coachs qui auraient besoin. Sachant que l'idée, c'est aussi d'avoir des plans un peu hybrides, intermédiaires, qui seraient automatisés
et donc il n'y aurait pas besoin d'un coach à chaque fois pour forcément ces plans-là. Et on sait que sur du coaching totalement individualisé, vu que ça coûte quand même assez cher parce que le coach il y passe beaucoup de temps, il va y avoir, je sais pas, je dis des pourcentages, je les connais pas, mais ça va être quelques pourcents d'une course va prendre du coaching individualisé, quoi. Et après, peut-être dans les dizaines de pourcents des plans payants mais pas trop chers, et peut-être après dans les 30, 40, 50% les plans gratuits, quoi. Donc sur le coaching vraiment individualisé, même sur des gros événements, au final, je pense que ça fait pas tant de monde que ça parce que c'est quand même un budget, quoi. Oui, déjà que la course en elle-même est un budget, alors s'il C'est faut ça. rajouter en plus, ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, c'est bien ça je trouve de mettre en relation événements, entraîneurs, participants, et ça crée tout un écosystème qui se met en relation et qui se serait pas forcément mis en relation s'il n'y avait pas eu cette solution. Donc je trouve ça pas mal. Après, effectivement, à voir après comment tout ça s'organise, mais je vous fais confiance pour trouver des belles solutions. Ça, c'est donc les enjeux pour 2022. Et quelles sont vos plus grosses difficultés au quotidien dans le développement de l'application, dans la vie d'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos plus grosses difficultés? Le temps. Non, clairement. En fait, il faut se dire que voilà, il y a. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes maintenant, on va dire, que ce soit en cyclisme, en trail en France, quand ils voient Nolio, ils sont ah ouais, j'en ai entendu parler et tout. Il y en a qui comparent Nolio à Garmin Connect, à Strava et tout, quand tu vois sur les forums. Sauf que derrière, nous, on est deux à développer avec 3 alternants et bientôt Jérémy qui nous rejoint là en février. Et en gros, le nerf de la guerre pour nous, c'est que on a une puissance de développement qui est ultra limitée comparée à ce que aux plateformes que j'ai citées, quoi. Et en gros, nous, c'est ce qu'il y a derrière le temps, en fait, c'est prioriser les développements, quoi. Prioriser les développements et là où on veut amener Nolio, quoi. Il y a ces 2 grands axes. Quand je dis développement, c'est que en gros, ça rejoint ce que disait Alex, quoi. Nous, on s'était dit, tu vois, tu nous aurais demandé il y a quelques mois, c'est quoi les développements début 2022. On t'aurait dit le fameux module de préparation physique où ça fait 1 an qu'on le traîne. Mais là, voilà, on a signé avec la Fédération d'Aviron, donc c'est eux qui sont repassés devant. Et ensuite, où c'est qu'on veut amener Nolio, pareil, là aussi, on est limité enfin, nous, voilà, nos journées, elles sont limitées, enfin, comme tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a de plus en plus de coachs entrants qu'il faut s'occuper, et tous les projets de fond, là, comme vient de dire Alex, le fait d'aller voir des événements, le fait que les entraîneurs aient de plus en plus d'outils pour même eux, en fait, mieux vivre de leur métier d'entraîneur, c'est des trucs, en fait, qu'on pousse, en fait, de temps en temps, mais toute la journée, on est en train de jongler entre plein de sujets différents, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on espère enfin, c'est pour ça que d'ailleurs commencer à recruter là maintenant, ça, nous, ça, je pense que ça va nous faire du bien. Et enfin, ouais, clairement, pour répondre à ta question, le temps, la gestion des priorités, je sais pas si tu vois d'autres trucs, Alex. Après, du coup, ça c'est pour la partie vraiment Nolio. Et après, l'autre chose en tant qu'entrepreneur, c'est, je pense comme tous les entrepreneurs, c'est de trouver l'équilibre entre le boulot, entre guillemets, maintenant, et qui est Nolio pour nous, et la vie perso et le sport. Parce qu'au début, les 2 premières années, on va dire, on faisait on faisait quasiment que du Nolio, quoi. Parce que c'était sur notre temps libre, et tout notre temps libre, on le dédiait. Alors, on faisait bien sûr toujours du sport, mais on était vraiment all-in. Et puis maintenant, c'est vrai on essaye on peut pas être all-in pendant que 5 ans, quoi. Donc on essaye de trouver l'équilibre entre quand je bosse, je suis efficace, quand je bosse pas, j'en profite pour faire du sport, pour faire d'autres choses. Et du coup, trouver l'équilibre, parce que vraiment, au début, en fait, dès qu'on bossait pas Nolio, que ce soit François comme pour moi, on culpabilisait. Genre, on a 2 heures de temps libre un week-end, on se dit, non, mais enfin, là, je vais pas aller regarder une série ou quoi, je vais bosser parce que c'est 2 heures de perdu. Alors maintenant, notre vision a complètement changé et objectivement, c'est pas 2 heures de perdu si début de semaine, tu es déjà cramé parce que tu as trop bossé. Mais voilà, c'est trouver l'équilibre. Et je pense que, enfin, du coup, toi aussi, François, tu dois avoir un peu ces problématiques-là en tant qu'entrepreneur. Personnellement, oui, complètement.
Ah ouais, je m'interdisais même des fois d'appeler, de passer des coups de fil à des amis ou de la famille parce que j'avais l'impression de perdre du temps à un moment, ouais, donc je vois très bien de quoi tu parles, ouais. C'était arrivé à ce point-là, ouais, donc ou négliger son sommeil aussi, ça, c'est la grande classique. C'est de moins dormir, tu te dis: «Ah, je vais enlever 1 heure de sommeil pour gagner, 1 heure». Donc Ça ouais, marche ouais, pas, ouais, ça marche ça pas, marche ouais. pas trop généralement, ouais. Non, non, ça marche un temps, et puis au bout de 3 semaines, je suis explosé. Ah, ça peut marcher 2 semaines si tu as une urgence à délivrer, quoi, mais sur le long terme, c'est pas du tout la bonne idée, hein. Exactement. Alors justement, vous parliez de recrutement, et puis de manque de temps. Est-ce que vous avez, vous avez comme l'application maintenant elle tourne, elle fonctionne, elle est connue, reconnue, vous avez essayé de faire ou peut-être fait des levées de fonds et puis, pour recruter de façon plus importante, des développeurs, des gens sur la com, une équipe plus importante? Ah, c'est un vrai sujet, pour l'instant non. Clairement, nous on est 100 autofinancés, donc avec François. Voilà, là on commence à regarder, que ça soit, bah, voilà, il y a plusieurs au niveau pour avoir de l'argent, il y a plusieurs, leviers, que ça soit il peut y avoir du prêt, il peut y avoir de la levée de fonds. Là, on vient d'activer un petit peu certains prêts justement pour recruter d'autres personnes. Mais du coup, voilà, la levée de fonds, on se pose la question. Après, l'avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite. Le désavantage, c'est que on dilue le capital. Donc voilà, c'est un sujet. Et si on le fait, on le fera parce on aura une roadmap très claire et on se dira, il nous manque deux développeurs ou 2 personnes sur ce domaine-là. Et donc, on a besoin vraiment d'accélérer. Euh, mais c'est vrai qu'après, nous aussi avec François, c'est que bah voilà, on sait que ça reste notre première entreprise. On est quand même assez jeune, donc enfin demain, si on nous met 20 personnes dans les mains, on n'aura pas forcément la compétence de les gérer et d'optimiser ces personnes-là sur le temps qui seront là. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre grossir, nous bien sûr, parce que c'est indispensable pour se développer, mais pouvoir les gérer, quoi, parce que enfin, il y a des startups qui font des grosses levées de fonds et après qui vont recruter 100 personnes. Sauf que si derrière, tu n'arrives pas à organiser efficacement ces 100 personnes-là, ça se trouve, en fait, j'avais vu un retour de je sais plus quelle entreprise qui disait ça, qui en fait, ils avaient recruté 100 personnes et 1 an après, ils étaient retombés à 20. Ils étaient plus efficaces avec les 20 que les 100. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être efficace avec les 100, mais c'est que c'est très dur, je pense. Ah, tu changes de Et métier, quoi. voilà, c'est ça. C'est nous, notre métier à la base, c'est développeur, c'est pas manager, c'est pas gérer. Enfin, c'est bien sûr. Gérer une entreprise à taille humaine, c'est facile entre guillemets. Plus on grossit, plus c'est dur. Plus les recrutements sont importants. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on y va un peu doucement parce on veut pas faire d'erreur et ça serait dommage de vouloir accélérer bêtement et un petit peu de se casser la figure, quoi. Donc voilà, mais clairement, c'est des sujets qui se posent parce que forcément, à un moment, pour se développer, on a quand même aussi des grosses ambitions. Bah voilà, derrière, il y a des besoins en termes de développement, en termes que ce soit commercial, marketing, etc., quoi. Ouais, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des géants, comme, on les a cités, hein, Strava, Garmin, Coros, enfin toute la clique, qui sont aussi là et qui ont des équipes, de dev, qui sont faramineuses, et s'ils se mettent sur le sujet, ils pourraient développer l'application, bon, forcément beaucoup moins de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète au quotidien ou pas vraiment? Ou est-ce que si vous avez déjà réfléchi à la question: «Tiens, s'il y en a un qui vient et qui nous demande de nous racheter, qu'est-ce qu'on fait?» Enfin, vous avez déjà pensé à tous ces sujets-là? Bah, pour l'anecdote, en fait, on a déjà été approché plusieurs fois pour des rachats, voilà, par certains des gros acteurs. Nous, après, l'ambition, c'était vraiment de faire l'outil le plus utile pour les entraîneurs possible. Donc, en fait, ce qui nous tracasse, entre guillemets, au quotidien, c'est que les entraîneurs soient satisfaits de la plateforme, que les sportifs aussi, et que, voilà, ils considèrent, qu'ils trouvent que c'est un service qui est ultra,
ultra bien au niveau du support, etc. Donc, bien sûr, en termes techniques, un Strava pourrait lancer une équipe de développement et faire, entre guillemets, un produit concurrent assez vite. Après, voilà, nous, on a aussi commencé à construire une communauté. Ce il y a le temps de développement et puis il y a aussi la compréhension du besoin qui nous a pris beaucoup de temps et qui est aussi un peu une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que c'est pas juste un cahier des charges, c'est plein de subtilités sur ce qui est vraiment utile pour l'entraîneur, etc. Donc, bien sûr que si demain ça arrive, on se posera des questions, il faudra se méfier, mais voilà, nous, on co-construit la plateforme avec notre communauté, avec les entraîneurs, etc. Et tant que eux sont satisfaits et vraiment voilà, considèrent que c'est un produit de qualité, bah après, il n'y a pas de raison qu'ils aillent voir ailleurs si derrière ils voient que la plateforme évolue. Si demain Strava fait une version coach, il propose certaines choses qu'on ne propose pas, mais si nous on dit bah, on a compris, enfin voilà, on voit ce qu'ils ont fait, c'est bien, on peut le faire d'ici 6 mois. Enfin, voilà, il y a aussi ce côté échange avec la communauté qui fait que nous, les gens savent que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas sur la plateforme, potentiellement demain ça y sera, quoi. Donc voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, François. Non, au final, c'est ça, mais même en plus, François, depuis tout à l'heure, là, toi, on cite Strava, Garmin, etc. Mais eux, nous, on les voit comme les très gros acteurs de l'industrie du sport, hein, c'est ce qu'ils sont de toute manière. Mais c'est pas des concurrents en olio. Nous, pour nous, ces plateformes-là, elles sont clairement complémentaires parce que la plupart, en fait, n'ont pas d'accès à entraîneur. C'est vraiment des services dédiés aux sportifs. Bon, certains ont des petits trucs entraîneurs, mais bon, enfin, c'est pas poussé dans l'idée, quoi. Donc, c'est clairement à des années-lumière de ce qu'on propose. Par contre, on a clairement, hein, sur la scène internationale des gros concurrents. Aux États-Unis, on en a deux très très gros. Euh, on en a un gros australien, etc. Et au final, malgré leur existence, voilà, on a réussi à faire notre place au milieu, on continue à croître. Donc ça nous rassure aussi d'un côté que si demain, pour prendre le même exemple, Strava lance une partie coaching, on ne dit pas qu'on ne perdra pas des entraîneurs, parce que voilà, forcément, ils vont prendre une part de marché. Mais on est tellement axé outils entraîneur et on est là pour vous faciliter la vie, on est là pour vous écouter, que on sait qu'au final, une bonne partie des entraîneurs qui utilisent Nolio sont quand même assez fidèles à la plateforme. Et en tout cas, enfin, on fait tout pour les fidéliser. Et on sait qu'on en gardera un gros noyau, quoi. Et on continuera de grandir, ça, je pense, c'est sûr, quoi. Ouais, il y a ce côté communauté, ce côté local, ce côté on est aussi là pour soutenir, aider, participer à une aventure d'une entreprise française. Il y a forcément ça qui joue et qui rentre dans la balance et que ça, les géants ne pourront finalement jamais avoir. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Après, du coup, nous, le challenge, c'est que là, on commence à être vraiment de mieux en mieux implanté sur la scène française et francophone. Derrière, le challenge, nous, c'est qu'on voilà, l'idée, c'est aussi de se développer sur des pays anglophones et d'autres marchés. Et là, du coup, ce côté-là, local, communauté, etc., va beaucoup moins, ce côté cocorico enfin, plus que beaucoup moins marcher, va pas marcher parce que on fait pas cocorico qu'en américain. Donc, voilà, ça va être le challenge de voir si notre plateforme, voilà, peut, sur vraiment, du coup, le côté fonctionnel, peut se développer aussi sur ces secteurs-là. Nous, on pense que oui, mais bien sûr, c'est aussi des marchés que nous, on connaît moins bien. Donc, ça va être un peu un des challenges aussi de 2022 de réussir à se développer sur ces parties-là, quoi. Et en parlant de challenge de développement, j'ai vu que vous avez lancé avec l'ami Hugo un podcast aussi pour raconter les histoires des entraîneurs et puis des athlètes qui utilisent votre application, mais pas que, j'imagine. Comment est né ce podcast et si vous pouvez en dire deux mots? Bah, ce podcast, il est né de ce qu'on disait tout à l'heure. Alex, en sortie longue, hop, l'esprit libéré. Il s'est dit, tiens, une idée m'est venue. Il m'envoie un message vocal. Ah, ça serait pas mal de faire un podcast axé entraîneur, un peu comme dans l'esprit de la plateforme, hein, de toute manière. Et c'est vrai que, alors peut-être ça existe, mais du moins du peu qu'on a cherché, un podcast vraiment axé entraîneur, ça n'existe pas ou pas trop sur la scène francophone. Euh, et le positionnement du podcast, c'est vraiment des interviews d'entraîneurs de différents sports d'endurance ou pas, peut-être à terme, hein, pas forcément obligé de rester en endurance. L'idée, nous, c'est vraiment d'inviter un entraîneur
ou des entraîneurs, hein, faudra voir si on ouvre un peu les différents formats, inviter un entraîneur et en fait comprendre comment il travaille avec ses sportifs, comment lui, c'est quoi sa manière de travailler, c'est quoi sa vision de l'entraînement, etc. Et bon, ben là, voilà, le podcast a été lancé mardi dernier, donc début décembre 2021. Et on a mis 3 épisodes et c'est vrai que c'est vachement intéressant de les écouter presque à la suite parce qu'en fait, tu compares vachement, enfin, comment dire, tu vois, on le dit facilement à l'oral, ouais, bon, il y a plusieurs manières de s'entraîner. Mais là, en fait, toi, c'est vachement plus concret, quoi. Tu as vraiment des mecs qui ont de la bouteille, entre guillemets, et qui te disent, bon, bah voilà, moi, pour s'entraîner, j'utilise, je sais pas, moi, telle métrique, pour moi, on fait ça, on fait pas ça. On fait jamais ça à l'entraînement, alors que l'entraîneur d'après, il va dire presque l'inverse. Et au final, ils entraînent des athlètes d'une manière complètement différente. Et chaque entraîneur, souvent, ont des sportifs qui sont souvent dans le haut niveau, quoi. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec l'entraînement au final. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas que des entraîneurs qui utilisent Nolio. Alors bien sûr, là, nous, c'est plus facile d'aller voir des entraîneurs qui utilisent Nolio parce qu'on les connaît déjà plus ou moins. Mais là, déjà, le prochain épisode, le 4e épisode ou 5e, on va commencer à avoir des coachs qui n'utilisent pas Nolio. Parce que l'idée, c'est vraiment d'interviewer des coachs, comme dit François, de décortiquer leur vision de l'entraînement, leur méthode, etc. Et pas juste d'interviewer des gens qui utilisent Nolio. Et c'est intéressant ça parce que j'en parlais l'autre jour avec Sébastien Cornette pour un podcast avec la clinique du coureur sur les grands principes de l'entraînement et je lui posais la question justement d'avoir son avis sur ces méthodes d'entraînement comparé par exemple à Antoine Guillon qui est très favorable à l'utilisation de beaucoup de volume, peu de qualité, comme on appelle ça, les qualités donc des séances type VMA, etc. Et puis tu te rends compte que Sébastien il a un avis qui est très appuyé sur la science, etc. Mais qui respecte aussi beaucoup le point de vue d'Antoine. Et puis finalement, les deux techniques fonctionnent visiblement, quoi. Sébastien il a de très bons résultats avec ses athlètes. Antoine Guillon, bon, voilà, son palmarès n'est plus à présenter. Donc c'est intéressant ça d'avoir des différentes façons de faire, différentes approches. Et en fait, finalement, c'est les échanges que vous aviez, vous, avec vos utilisateurs, que vous mettez publiquement. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que après, quand on interviewait les entraîneurs, c'était quand même très axé outils. Parce que forcément, du coup, nous, on fait un outil. Et là, c'est vraiment aussi sur le podcast, du coup, c'est Hugo Ferrari, comme tu l'as dit, qui l'anime. C'est vraiment aussi creuser la physiologie, comprendre, ah oui, toi, tu utilises telle méthode, mais parce qu'il y a eu telle recherche scientifique, etc. Donc, clairement, on n'allait pas aussi loin, nous, dans nos échanges avec les coachs, mais clairement, il y a un peu de ça. Et ouais, l'idée, c'est de décortiquer tout ça pour que les entraîneurs et les sportifs puissent écouter ça. Et voilà, l'idée, bien sûr, c'est d'apprendre des choses. Puis, quand on voit la diversité de l'entraînement aussi, ça permet aussi de moins être bloqué dans une ou l'autre méthode. Et c'est aussi pour ça qu'on veut interviewer pas mal de sports différents. Voilà, on espère pouvoir avoir des entraîneurs d'aviron, peut-être d'escrime, et de voir un peu toutes les méthodes, même dans des sports très différents, pour voir un petit peu. Parce que souvent, c'est très intéressant d'avoir des approches quand on change de sport, parce que dans un même sport, c'est vrai que ça dépend, mais généralement, il n'y a pas tant de diversité que ça. Alors, des fois, en fait, l'approche de la course à pied, mais en préparation pour un autre sport, par exemple, a rien à voir, et des fois peut apporter beaucoup pour ceux qui font que de la course à pied, etc. Trop cool. Bah écoutez, je vais aller les écouter parce que je m'interdis de trop écouter de choses sur mes invités avant de préparer les enregistrements. Donc on va aller écouter ça. Donc dispo sur toutes les plateformes, j'imagine. En tapant podcast Nolio, on devrait le trouver assez facilement. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, du coup, tu parlais de Sébastien Cornette, il passera sur le podcast là Enfin, on l'a déjà interviewé et on diffusera ça je crois que c'est le 6e épisode, donc Trop cool. ça arrivera. Bon, et ben j'écouterai ça avec plaisir. Il y a une question que Mathieu Stéphanie pose souvent dans son podcast Génération Do It Yourself, que j'imagine vous connaissez, que j'avais envie de vous poser. Comment est-ce que vous progressez ? Ouais, c'est une bonne question. Heureusement que j'écoute le podcast, du coup, j'y suis entre guillemets préparé. Non, après, nous, du coup, il y a plusieurs sujets.
déjà, j'ai progressé dans le côté entraînement, le sport, du coup, dans l'optique d'améliorer la plateforme, et après, progresser, entre guillemets, en entrepreneuriat, même si ça veut rien dire. Et du coup, j'écoute pas mal de podcasts. Moi, personnellement, je sais que François aussi. Notamment, voilà, le podcast de Mathieu Stéphanie, des podcasts aussi plus, vu que moi, j'ai un peu pris la partie vente aussi de Nolio, des podcasts plus axés sales, vente, quoi, commercial. Donc beaucoup, beaucoup de podcasts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en courant, en faisant du vélo, en faisant du ski de fond, etc., ça marche plutôt très bien, quoi. C'est très rentable dans les transports en commun aussi. Et puis après, voilà, quelques livres. Il y a par exemple le fondateur d'Alan qui a une assurance santé. Là, il a fait un livre qui s'appelle Healthy Business, sur un peu voilà, les choses entre guillemets assez saines à mettre en place dans une entreprise pour que ça se passe bien avec les salariés, etc. Voilà, moi c'est surtout ça. Puis François, tu peux Ouais, rajouter. après ça, tu peux sous-couper ça en différents domaines, quoi. Il y a comment j'essaye de progresser encore, on va dire, sur le plan technique en informatique, c'est à l'infini. Il y a tellement de choses à savoir qu'au final, je pense que la réponse que je vais donner sur le côté technique, c'est la même au final que ce soit sur si demain, voilà, on a 5 personnes à gérer en CDI tous les jours, ou si demain j'arrête le dev et je fais que de la prospection, que de la vente, etc. Au final, il faut, enfin, je me force de plus en plus, d'ailleurs, c'est un peu comme quand on disait maintenant on se force à prendre nos week-ends avec Alex, mais je me force de plus en plus, tu vois, à me bloquer des fois 1 heure complète dans la journée et tu vas, en fait, tu t'ouvres entre guillemets, quoi. Genre, je vais lire des articles sur les langages de programmation qu'on utilise, je vais lire des articles sur les nouveautés dans l'info entre guillemets, et puis voilà, après ça rejoint ce que disait Alex, hein, je vais voir un peu ce qui se fait je suis pas mal sur LinkedIn et sur d'autres plateformes un peu justement des entrepreneurs de boîtes françaises, etc. C'est assez inspirant pour pas mal de choses. Et aussi, je pense qu'il est intéressant, ce qu'on a essayé de garder, du moins surtout avec une personne, c'est de rester entre guillemets entouré et aussi de s'entourer. Toi, je pense que le fait d'avoir Jérémy, là, notre premier CDI qui arrive en février, ça, tu vois, enfin avec Alex, on se connaît par cœur, mais au final, avoir des nouvelles personnes qui seront dans notre quotidien, ça va apporter de nouvelles idées, de nouvelles visions. Ça, je pense que ça va être très très riche aussi. Bon, et écoutez, ça donne vraiment envie de suivre ça pour 2022, et puis on souhaite une bonne arrivée à Jérémy en avance. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là d'échanger sur le podcast L'Instinct Outdoor. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez aimé ajouter à notre échange? Non, pas spécifiquement. Déjà remercier un peu toute l'équipe Nolio. Alors on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que à la base on a lancé ça juste avec François, mais nous on aime vraiment l'esprit d'équipe, et donc on essaye vraiment d'avoir un peu un travail d'équipe assez soudé. On a aussi, peut-être que tu l'as eu sur le podcast, on a Sylvain Cachard qui nous a rejoint en stage là récemment. Pas encore, mais Euh, j'ai envie de le recevoir, ouais, voilà, effectivement. du coup, si tu veux, Avec plaisir. on pourra lui imposer dans son stage. Je rigole bien sûr, mais voilà. Donc, nous c'est vraiment remercier un peu toute l'équipe, et puis non, et puis nous on souhaite juste continuer à se développer comme ça, et une dédicace aussi peut-être à tous les entraîneurs et sportifs qui nous écoutent, qui utilisent Nolio, et pour les remercier de leur confiance, quoi. Top. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Donc, et merci à toi pour l'invitation aussi. Clairement. Avec grand plaisir, C'est vraiment. vrai que pour la petite anecdote, quand même, c'est marrant, je t'avais démarché à l'époque, il y a Il y a peut-être 2 ans, longtemps, je pense, ouais. Ouais. quand tu faisais encore un peu du coaching, et on avait échangé déjà à cette époque-là, donc c'est marrant. C'est marrant de se retrouver 2 ans après à C'est ça. échanger sur le podcast, effectivement. Ce podcast est un fruit du confinement, comme beaucoup d'autres. Ouais, je comprends, hein, car nous, les confinements nous ont permis comme on disait, de se mettre dans notre grotte développement et d'avancer comme des fous.
mais c'est clair que je pense que ça permet de faire naître pas mal d'idées pour pas mal de personnes aussi, quoi. Effectivement. Et ben, merci beaucoup de cet échange. Je suis très content d'en avoir su plus sur l'histoire de Nolio et puis sur la vôtre aussi, votre parcours, vos projets, etc. C'est toujours un plaisir de recevoir aussi des entrepreneurs sur le podcast. C'est une vraie volonté de développement de ce podcast-là, de recevoir un peu plus de profils d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, comme on dit sur. Et donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Bah, merci à toi. Avec Merci à plaisir, toi. à bientôt. Salut. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.